Bonsoir, bonsoir, merci à toutes et tous d'être là pour la rencontre finale de ces 11e rencontres de Vichy. On n'aura pas le temps de se reparler après la fin de cette rencontre. Alors je en profite pour avant vous dire combien j'étais heureux de passer ces 3 jours avec vous. Je vous ai dit, peut-être certains étaient présents vendredi soir, je vous avais dit le chagrin qui avait été le mien qu'aucune femme ne soit parmi les invités. Et j'avais demandé à tout le monde de m'accorder, de me croire, lorsque j'ai dit que j'avais déployé des efforts incroyables pour qu'il y ait des femmes présentes. Et que l'insuccès n'était pas une négligence. J'ai vraiment tout fait pour que ce soit possible. J'avais eu l'accord ferme de 2 femmes et moitié ferme d'une 3e. Aucun de ces accords n'a pu fonctionner pour des raisons qui ne sont pas des raisons de négligence de leur part. Elles n'ont pas pu. C'était une période, c'était début mai, et c'était une période extrêmement compliquée pour les gens de prendre rendez-vous à 6 ou 7 semaines à l'avance, dans une période qui était encore une période de restriction. Voilà, je voulais encore rappeler ça pour ceux qui ne l'auraient pas entendu vendredi, parce que pour moi c'était très important qu'il y ait toujours des femmes parmi les invités. Voilà. Et je voulais vous dire que je vous posais une question lorsqu'Éric Emmanuel Schmitt est venu en disant que ceux qui avaient pris le choix de venir ici plutôt que d'être à une terrasse de café au soleil ne le regrettaient pas. J'espère que c'est le cas pour ceux qui ont assisté à la rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt. Avoir le nombre de gens qui ont voulu lui parler après, j'en suis certain. Et moi, je vous dis d'avance que la rencontre avec Alexandre Lacroix sera du même niveau et que tous ceux qui sont là ne regretteront pas la bière qu'on aura ratée au café. Voilà. Donc, nous allons accueillir maintenant Alexandre Lacroix, qui est un des philosophes les plus actifs et les plus originaux de notre pays. Ce n'est pas pour rien que je lui ai demandé de venir vous rencontrer. Il a signé plusieurs ouvrages ces dernières années. Il dirige la revue Philosophie Magazine, qui est une revue passionnante qui traite de manière philosophique les grandes questions du moment. Et la France est un pays assez exemplaire de ce point de vue-là parce qu'il tire à peu près à 50 000 exemplaires par mois. Aucun autre pays d'Europe ne peut publier une revue philosophique tous les mois. Impossible. Et donc, l'action du directeur n'est pas étrangère, puisqu'Alexandre Lacroix est directeur de ce magazine, n'est pas étrangère au succès du magazine. Et vous aurez l'occasion de vous rendre compte pour quelles raisons lorsqu'il parlera avec vous. Et puis, il a une manière d'aborder la philosophie qui le rend différent de 90% des philosophes. Son principe de base qu'il a exposé lors de son premier éditorial dans Philosophie Magazine était que, pour lui, parler philosophie, c'est d'abord parler de ce qu'il a vu, de la vie des gens, de la manière dont il voit la vie des gens, et pas le concept philosophique en lui-même. Le concept philosophique, c'est ce qui doit arriver à la fin des choses, et non pas être le sujet qu'on met sur un titre et dont on essaie d'expliquer ensuite à quoi il correspond. C'est-à-dire prendre les choses du bas vers le haut, de la pensée de tout le monde, pas du bas, c'était de la pensée la plus large possible, et d'emmener toutes ces pensées vers leur signification philosophique. Et là, on s'aperçoit que c'est un exercice absolument formidable pour ceux qui s'y prêtent. Donc, nous allons connaître le plaisir de passer une petite heure avec lui, et ensuite, comme avec tous les autres invités, chacun pourra parler avec lui lorsqu'il aura fini ici, quand il signera ses livres dans la salle de sortie. Voilà, je vais appeler Alexandre Lacroix. Merci. Nous nous sommes serrés la main, mais nous sommes vaccinés tous les deux. Et pour tout vous dire, ça aurait été hypocrite de ne pas nous serrer la main là, alors que nous l'avons fait dans la pièce à côté tout à l'heure. Donc, il faut être transparent dans la vie. Alors, merci d'être là, d'abord. Merci Philippe, et bonsoir à tous. Merci d'être présent et d'avoir préféré la salle obscure au soleil, effectivement.
Un mot de pourquoi vous êtes tout jeune embarqué dans les études de philosophie. Vous avez tout de suite pensé que c'était votre voie, votre direction, ou bien c'était un choix difficile? Alors, en fait, c'était une passion. C'est-à-dire que j'ai découvert la philosophie le jour de l'anniversaire de mes 16 ans, et tout à fait par hasard. Quelqu'un dans mon entourage m'avait entendu parler sans doute de romans ou de poésie. Il m'a dit, tiens, tu devrais essayer de lire Nietzsche, ça devrait te plaire. Mais j'avais aucune espèce d'idée de ce qu'était la philosophie et du personnage tout à fait singulier qui était Nietzsche. J'ai lu le jour de mon anniversaire ce livre, La généalogie de la morale, qui a été foudroyant. En fait, ça a changé du jour au lendemain vraiment mon existence. C'est un peu étrange, mais j'ai eu l'impression qu'enfin quelqu'un me parlait. Il faut dire que quand on est adolescent ou quand on est jeune, je crois que Nietzsche est quasiment le seul philosophe qui prend la parole en étant de votre côté. Le philosophe prend en général la parole comme un adulte, comme un éducateur, comme un maître. Il vous surplombe, il vous guide. Mais tout d'un coup, Nietzsche a une manière d'écrire, un style, un romantisme qui fait qu'il est en train d'armer la colère ou d'armer l'énergie de la jeunesse. On le vit comme ça, on le vit comme la découverte d'un ami et d'un allié. Et ça m'a fait basculer complètement dans la lecture de la philosophie. Je n'ai plus jamais arrêté. Et les études de philosophie, en fait, ça n'était pas du tout lié à un projet professionnel. Moi, j'ai fait des études d'économie, j'ai fait ensuite Sciences Po, et j'ai fait en parallèle la philosophie, parce que c'était mon violon d'Ingres, ma passion, aussi parce que simplement je voulais un bout de papier, c'est-à-dire un diplôme qui atteste que j'avais quelques connaissances dans ce domaine. Mais je ne pensais pas du tout pouvoir en faire mon métier. Votre vie. Oui. Comme quoi un livre peut changer une vie. Certaines rencontres, oui. En fait, il en va d'un livre comme d'une rencontre ou d'une conversation. Ouais. Il y a des individualités fortes dans l'histoire de la littérature. Pour moi, c'est très classique en un sens. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, il y a eu une rencontre avec Rimbaud, très violente, qui m'a fait basculer dans un mode de vie dans lequel je me suis mis à écrire de la poésie tout le temps. Et puis Nietzsche, enfin de grands classiques, de grands et nobles noms de l'histoire de la littérature. Mais voilà, quand il y a une rencontre vivante qui se produit, ça peut être une étincelle féconde. Alors, pourquoi Philosophie Magazine? D'abord, c'est une réussite française, non, Philosophie Magazine? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se permettre d'avoir une revue philosophique qui soit grand public, parce que plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, c'est quand même grand public. Oui, tout à fait. Alors, il y a un deuxième pays dans lequel Philosophie Magazine est présent. L'Allemagne. Mais oui, on a créé C'est vous qui l'avez créé, enfin, oui, c'est notre équipe. Enfin, on a une équipe à Berlin, basée à Berlin. Donc, il y a un Philosophie Magazine à Berlin, puis il y a le Philosophie Magazine français. En fait, donc, moi, après mes études, à la fin de mes études, j'ai publié mon premier roman et je suis parti vivre à la campagne, lire, écrire. J'enseignais à Sciences Po, je faisais de temps en temps des piges, c'est-à-dire des articles dans la presse. J'habitais dans le sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, pas très loin d'ici. Et Philosophie Magazine, ça s'est fait un petit peu par hasard. Avec ce qui a été décisif, là aussi, c'est une rencontre, mais avec une personne vivante. C'est quelqu'un qui s'appelle Fabrice Gerchel, qui venait de l'univers de la banque, qui voulait investir et créer un magazine de philosophie. Et ce qui est amusant, c'est qu'on était au début des années 2000, vers 2003, 2004, et il ne trouvait pas son rédacteur en chef. Personne ne croyait à ce projet. Et j'étais pas du tout la personne la plus indiquée à l'époque, étant donné mon mode de vie, le fait que je n'étais pas à Paris, le fait que je n'avais pas d'expérience de presse. Oui, des piges, mais être rédacteur en chef, c'est quand même une autre fonction. C'est un peu être un chef d'orchestre. Il s'agit de valider les mises en page, les photographies, les titres. Enfin, il y a tout un artisanat journalistique qui se met en place. Mais je crois que c'est un peu en désespoir de cause et ne trouvant vraiment personne, qu'un jour il me dit, un peu sur le mode de la boutade, mais tu voudrais pas être mon rédacteur en chef? Je lui dis, mais non, je suis bien, je suis au vert, à la campagne. Quelle idée? Non. Et puis 2 jours plus tard, je l'ai rappelé. Et quand on s'est revus, on a discuté ensemble. Et ce qui a fait le déclic, je crois, c'est qu'on s'est dit à ce moment-là qu'il ne fallait pas faire un magazine qui traite de la philosophie, de la même manière qu'à l'époque, le magazine littéraire traitait de la littérature. C'est-à-dire qu'on s'est dit, notre sujet, ça ne va pas être de parler uniquement des grands noms de l'histoire, du passé de la philosophie, ça va être d'utiliser plutôt la philosophie comme une méthode pour regarder le monde. Et donc on va pouvoir parler de l'actualité, du présent de nos vies, de nos sociétés, de leurs enjeux politiques ou économiques, en utilisant toujours les concepts de la tradition philosophique comme des clés de lecture. Des clés de lecture, oui.
Et c'est ce qui explique le succès populaire, en fait, c'est que c'est un pas de côté. Philosophie Magazine n'est pas un magazine sur la philosophie, c'est sur le monde. C'est-à-dire qu'on va traiter de toutes les actualités que vous pouvez trouver par ailleurs dans la presse, mais ce qui fait la différence, c'est que là, elles sont conceptualisées philosophiquement. Et alors, vous avez écrit un éditorial pour le premier exemplaire de Philosophie Magazine, qui était un éditorial très important et qui a peut-être amené le succès du magazine. C'est-à-dire, vous avez expliqué, pour vous, qui était donc directeur de... À l'époque, vous étiez rédacteur en chef seulement, je crois. Hein. L'éditorial, vous avez expliqué comment vous alliez parler de philosophie, de quelle manière. Et c'était intéressant de vous entendre sur ce point. C'est-à-dire que rien de ce qui est écrit dans Philosophie Magazine ne doit être en dehors de la personne qui écrit et du regard qu'il a, en assumant le je fais ci, je fais ça. Oui, ça c'est quelque chose qui vient aussi de la passion pour le roman. Quand vous êtes lecteur de romans, vous aimez la littérature romanesque, vous vous apercevez que les idées peuvent être envisagées comme des événements vivants. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les idées ou les concepts de la philosophie flottent quelque part dans le ciel ou sont un peu comme, je ne sais pas, des hypothèses ou des lois mathématiques. Or, on voit bien, enfin, si vous regardez en arrière dans votre existence, les moments où vous avez eu des déclics, des idées fortes qui vous ont traversé, des convictions fortes qui sont nées en vous, en fait, ces idées étaient des événements vivants liés à des contextes, à des situations, à des interactions avec des personnes, à des crises, à des séparations, à des deuils, à des situations délicates, des moments de la vie dans lesquels vous vous trouviez qui étaient tendus, et tout d'un coup, quelque chose a jailli en vous qui est la force de l'idée. La force de l'idée comme ce qui vous permet de tenir, de faire face, de comprendre ce qui vous arrive quand ce qui vous arrive est violent ou vous dépasse. Et c'est tout simple, hein, mais la conviction initiale était de toujours traiter les idées comme des événements vivants et non pas comme des abstractions mortes. C'est en fait, on pourrait dire, jouer un peu Aristote contre Platon, si on veut se référer à des grands maîtres. Platon avait projeté les idées dans le ciel, il en faisait des divinités, il les croyait éternelles, il pensait qu'on se nourrissait de leur contemplation. Mais enfin, cette conception des idées est très élevée et un peu religieuse, alors qu'on peut avoir une vision beaucoup plus viscérale, beaucoup plus... fondée, en fait, fondée sur le... matérialiste, oui. Ou lié à l'observation, lié à l'expérience, c'est-à-dire comprendre que les idées sont liées à l'expérience, que les idées sont nourries par la vie et que la vie aussi se nourrit de nos idées. Et puis que c'est vivant, que ça peut bouger avec le temps hein, aussi. Au lieu d'être éternel comme une pensée qui devrait traverser tous les siècles. Évidemment, c'est prendre le risque de rendre les idées vivantes, c'est assumer le fait de parfois se contredire ou de vivre la succession des idées en soi comme une sorte de carambolage. Mais en fait, c'est bien plus humain. Et puis, tout d'un coup, quand on a cette approche, on se rend compte que tout le monde a des idées. Je prends un exemple où, si vous pensez à des grandes notions comme le bien et le mal, la morale, la justice, l'amour, vous pouvez vous dire, bon, face à des notions pareilles, qui sont des notions classiques de l'histoire de la philosophie, mais qui sont très impressionnantes, je peux essayer, pour parvenir à une définition qui me convienne, de lire, hein, de me composer une anthologie, d'aller suivre des conférences, de me documenter, de faire des études. Ça va être très long et finalement, je ne sais pas si je vais arriver à une définition qui va me convenir. Vous pouvez aussi avoir une démarche tout à fait différente qui est, tiens, quand est-ce que j'ai rencontré le bien ou le mal pour la dernière fois? Dans quelle expérience? Quand est-ce que j'ai rencontré quelque chose qui s'est manifesté à moi comme étant la justice? Quelle était la nature de cette expérience? Qu'est-ce que ça m'a fait de le voir, de le saisir? Et là, tout d'un coup, vous voyez que les idées qui paraissaient inatteignables, en fait, qui paraissaient hors de portée, vous pouvez assez spontanément les nourrir de votre vécu. Alors, vous avez écrit un livre, il s'appelle, c'est pas le dernier paru, mais Comment philosopher au fil des jours ou microfiction. Ce livre est une merveille, franchement, c'est formidable parce que c'est illustrer ce que vous venez de dire. Rien dans ce livre, qui est une succession d'histoires qui font entre 2 et 4 pages ou 5 pages, rien ne vient d'en haut. Rien de ce qui est... Aucune des histoires qui sont dans ce livre ne viennent d'idées générales. Tout vient par une expérience ou vécue, ou lue, ou touchée. Et vous racontez... Ça commence par une histoire formidable.
C'était en 1900, le truc d'Hemingway, c'était en 46. Alors je ne sais plus, on peut raconter l'histoire parce qu'elle elle est fausse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une histoire, disons, douteuse. Oui. Voilà. Voilà. Mais c'est une histoire qui appartient à la légende dorée de la littérature. C'est une légende de littérature, mais elle est tellement belle que Allons-y. peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, elle est vraie de toute façon. L'exercice est le suivant. On demande à des écrivains, de talent évidemment tous, exprimer en 6 mots seulement, en 6 mots, une phrase, une émotion considérable. Vous devez, avec 6 mots seulement, exprimer l'émotion la plus forte que vous ayez jamais ressentie ou que vous imaginez devoir ressentir. Chacun peut essayer. C'est dur. 6 mots. Et qui a gagné ? Alors Hemingway, effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu la naissance d'un mouvement en littérature qu'on appelle la microfiction, le fait de raconter une histoire très très courte, une histoire en une phrase. Et en 6 mots, écrire l'histoire la plus dramatique possible. Voilà. Il l'a fait de la manière suivante: à vendre, chaussures bébé, jamais portées. Voilà. Et donc en réalité, ça s'est passé dans un café et il semblerait que ce soit une autre personne qu'Hemingway qui ait trouvé ces 6 mots. Mais c'est pas grave, je dirais que c'est quand on va fouiner un petit peu. En tout cas, ça a donné une impulsion extrêmement intéressante à beaucoup d'écrivains pour écrire des microfictions. Des microfictions, c'est-à-dire des histoires en quelques lignes ou en quelques paragraphes, qui sont souvent des amorces qui auraient été de géniaux débuts de romans, mais peut-être pas des histoires suffisamment fortes pour être développées sur 100, 200, 300 pages, vous voyez. Et donc il y a un genre qui s'est créé en fiction, un genre romanesque, qui est la microfiction. Et moi j'ai fait un livre qui s'appelle Micro-réflexion. Et l'idée est simple, c'est de faire la même chose, mais pour l'essai. C'est-à-dire de traiter 70 thèmes ou 70 questions philosophiques en 2, 3, 4 pages, sous la forme de la micro-réflexion. Alors, par exemple, donc c'est le livre dont on parle, qui s'appelle « Comment philosopher au fil des jours », qui est l'illustration du principe que Alexandre Lacroix définissait tout à l'heure, c'est-à-dire tout doit partir d'un regard, d'une rencontre, d'une photo, d'un acte précis vécu. Il y en a une qui s'appelle « La compagnie d'un mort ». C'est un problème terrible. La compagnie d'un mort, la simple lecture du titre, on se dit, on est déjà dans le tragique, c'est ça que je veux dire. C'est pas une idée. Dès qu'on dit la compagnie d'un mort, c'est comme les 6 mots là, c'est 4 mots, mais on est tout de suite dans une situation dans laquelle, si on l'a vécu, elle nous a apparu très difficile, impossible à surmonter. Enfin, des tas d'idées peuvent jaillir du simple titre, j'allais dire. J'ai trouvé ça assez fou comme possibilité de déclenchement d'émotions et d'idées. Alors, c'est un chapitre sur le deuil. Il se trouve que je vous ai dit que j'écrivais beaucoup à partir d'expériences, ou je réfléchissais beaucoup à partir d'expériences. Et l'un des événements fondateurs de mon existence, mais qui m'a fait basculer de l'enfance à quelque chose qui n'était peut-être pas encore l'âge adulte, mais en tout cas qui m'a chassé hors de l'enfance, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans et dans des circonstances assez dramatiques, puisqu'il a mis fin à ses jours, que j'étais là. Donc, une mort très dure qui m'a frappé. Vous avez assisté au suicide, en fait. Voilà, terrible. Très tôt. Et la question que je pose dans cette micro-réflexion, dans ce court chapitre, c'est de savoir comment ça se fait que je sois là devant vous et que j'aille assez bien finalement aujourd'hui comme adulte. Surtout que assez jeune, dans mes lectures, j'étais passionné pour le surréalisme et j'ai rencontré un romancier et poète pour qui j'ai une immense estime et admiration, qui a exactement la même histoire que la mienne, qui s'appelle René Crevel, qui était un compagnon de route d'André Breton, et qui a mis fin à ses jours à 36 ans. Alors il était très angoissé lui-même, mais on a exactement la même histoire. Ça s'est passé dans les mêmes circonstances pour lui et pour moi au même âge, à 11 ans. Et c'est vrai que quand j'ai découvert René Crevel, que j'étais jeune, je me suis dit mais ça c'est incroyable. Chaque phrase qu'il dit, ça sonne juste pour moi. Ça sonne sa poésie, sa manière de voir le monde, ça sonne pour moi comme je vis les choses. J'avais vraiment trouvé une sorte de frère là pour le coup. Et alors, je me suis dit mais finalement René Crevel a très mal vécu son deuil. Il a une vie qui est assez triste. Il y a des phases de cocaïnomanie. Enfin, il a une vie assez dure. Il s'est suicidé, lui-même. Oui, il s'est suicidé à 36 ans. Alors, il y avait
d'autres dimensions, c'est qu'il y avait une assez grande homophobie au sein du mouvement surréaliste, et notamment de la part d'André Breton, et que lui, étant homosexuel, on lui a cherché querelle sans cesse, et il s'est retrouvé complètement bloqué existentiellement. À 36 ans, il s'est tué. Alors, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que deux personnes frappées par un deuil identique, au même âge, il y en a un qui va tenir, l'autre qui va s'effondrer ou reproduire l'acte. À mon sens, ce qui peut faire le déclic, c'est de comprendre qu'on peut avoir une bonne relation avec ses morts. En fait, le deuil, à mon sens, bien se remettre d'un deuil, ça n'est pas du tout faire ce que Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, appelait le travail de deuil. C'est-à-dire, en fait... on parle beaucoup en ce moment, par parenthèse. Oui, beaucoup. Mais tout le monde parle de travail de deuil sans arrêt. Moi, ça m'exaspère, cette expression. Travail de deuil, je trouve ça un peu étrange. Alors, c'est un CDD, c'est un CDI, il y a des réductions du temps de travail, comment on fait, il y a un salaire. Non, c'est un peu bizarre. Et quand on regarde ce que Freud écrit là-dessus, dans son chapitre qui s'appelle « Le deuil et la mélancolie », qui est un chapitre de métapsychologie, quand on lit ce qu'il écrit là-dessus, il dit qu'en fait, dans une première phase, vous refusez la réalité de la mort de la personne que vous aimez, donc vous êtes dans un déni, et puis petit à petit, votre libido trouve de nouveaux objets dans le monde réel et se détache des objets anciens. Donc en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous aviez une attache forte avec quelqu'un qui n'est plus là, et vous allez vous attacher avec des vivants et oublier la personne qui est morte. Et ça, c'est le bon travail de deuil, selon lui, qui fait qu'on retrouve la situation d'avant, c'est-à-dire celle où on a de fortes attaches dans le monde réel avec des gens qui vivent. Moi, il me semble que c'est complètement faux, cette histoire-là, et que tout l'enjeu est tout à fait contraire, c'est de vivre une bonne relation avec son mort, avec une personne absente, qui est encore une relation au sens où, quand vous avez eu un deuil important, vous avez une relation avec un mort, vous pensez à lui, certains jours il vous énerve, il vous exaspère, comme un vivant. Vous avez envie de l'envoyer balader, d'autres jours vous vous sentez proche de lui, ou vous avez de l'amitié pour lui, ou vous rêvez de lui. Parfois pendant 2 mois vous l'oubliez, puis vous y revenez, et c'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, si on y réfléchit bien, cette relation à quelqu'un qui est mort, et donc qui est absent, donc c'est une relation unilatérale, certes, mais c'est pas une folie. Si beaucoup de gens, par exemple, parlent à leur mort, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est même pas parce qu'ils croient aux fantômes, c'est parce que cette relation est très importante. En fait, si cette relation est bonne, si on a une bonne relation avec son mort, eh bien, le deuil se passe assez bien. On n'est pas obligé, la relation n'est pas forcément toujours triste. Rompue, et pas rompue en plus. Pas rompue, mais elle n'est pas forcément toujours triste. Il n'y a pas que des larmes, il peut y avoir des sourires, on peut s'amuser de penser ce qu'il aurait fait. Voilà, ça peut être même joyeux, en fait. Exactement comme une relation avec quelqu'un de vivant. Et une fois qu'on a opéré cette espèce de bascule, c'est-à-dire que personne ne vous demande d'oblitérer le mort, c'est-à-dire de l'effacer et de vous rattacher à la vie telle qu'elle est. Personne ne vous demande cet effort qui est un effort surhumain et absurde, à part Freud. Mais à mon avis, il a tort de faire cette demande. Non, ce qu'il faut se dire, c'est non, je vais continuer à vivre avec mes morts, je vais être habité par eux, et c'est pour ça que le chapitre s'appelle « La compagnie d'un mort ». Si cette compagnie est agréable, le deuil n'est pas forcément pathogène, source d'angoisse, de désespoir. Au contraire. Et vous avez de bons rapports personnels, non, sérieusement, avec votre père disparu? Vous avez un dialogue? Oui, constant. Oui, constant, oui. Et assez serein. D'ailleurs, je ne pourrais pas en parler comme ça si jamais ce n'était pas le cas. Regardez ce que c'est la manière de parler de la mort d'un philosophe habituel qui nous dirait, avec des mots savants, je ne les critique pas du tout, mais j'ai lu beaucoup de choses sur la mort de philosophes. Et je voulais juste attirer votre attention sur la particularité d'Alexandre Lacroix. Moi, je n'avais jamais entendu parler du dialogue avec les morts de la façon dont il en a parlé. Et je trouve que sa démarche mérite vraiment le respect par son originalité et la puissance de ce qu'il dit. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point parce que c'est pour ça que je l'ai invité. C'est pour ça que je voulais que vous le rencontriez. C'est quelqu'un qui a quand même une manière vraiment originale de parler des choses. Alors, il y a un moment où vous dites, dans une de ces fictions, ce que j'aime dans la philosophie, c'est qu'elle m'empêche de dormir. J'ai trouvé ça gai d'abord, et puis je suis sûr que c'est vrai. Oui, ça c'est un autre chapitre. Il y a un chapitre sur la définition de la philosophie, et je me dis, mais finalement, la philosophie, c'est du café.
Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de dynamiques qui sont en place dans notre société tendent à engourdir l'esprit. Enfin, tout est fait pour nous abrutir un peu. Dans le monde professionnel, eh bien, c'est la course permanente. Et puis en dehors du monde professionnel, il y a des écrans omniprésents qui sont là pour nous divertir. Puis, je sais pas, il y a l'alcool. Et puis, enfin, on peut, de manière générale, passer un peu son temps dans un tunnel, dans une routine. Et la pensée, ça s'engourdit assez vite. Je dirais que la pensée, c'est un peu comme un muscle. Si on perd l'habitude de réfléchir, une vraie question est de savoir comment on relance la pensée, comment on relance l'envie de penser. Et il me semble que l'une des réponses possibles, c'est pas la seule, mais l'une des réponses possibles, c'est la philosophie. La philosophie procure, à travers des textes, parfois des conférences, parfois des conversations, elle offre des choses excitantes à penser, en fait. C'est ça, des questions excitantes à investir et à explorer. Et en fait, ça réveille. J'imagine que certaines personnes, moi je ne pratique pas la méditation, mais j'imagine que certaines personnes trouvent dans des séances de méditation quelque chose qui va être un aliment justement pour décoller un petit peu de ce quotidien qui nous englue et qui enferme notre pensée dans des cycles, dans des boucles, dans des routines. Mais enfin, la philosophie, c'est quelque chose qui vient sans cesse produire cette stimulation. Oui, sans doute parce que les philosophes décalent les problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'ils vous sortent, ils vous arrachent aux opinions dominantes, aux idées toutes faites. Au confort. Au confort, voilà. Ils vous poussent un peu dans des zones où vous êtes obligé de vous poser des questions. Et ces questions, voilà, elles illuminent le quotidien. Moi, j'ai l'impression que ce que procure la philosophie, en plus de cet éveil, ce petit coup de caféine qui est bienvenu, c'est aussi que les périodes où on s'intéresse à la philosophie, me semble-t-il, sont des périodes où on est un peu plus l'acteur de sa vie. Je ne sais pas comment vous dire. On a un peu plus l'impression d'avoir les mains sur le guidon, sur le volant. Parce que quand on dit « je », quand on s'exprime à la première personne du singulier, c'est un jeu qui est nourri par une pensée, vous voyez, c'est-à-dire j'ai une pensée pour moi-même, je réfléchis, donc je suis un peu plus l'auteur de mes actes quand je réfléchis que quand je me laisse embringuer dans les routines. Dans l'habitude. Alors, il y a une microfiction qui porte sur la politique. Là, il est dur, Alexandre Lacroix. Hein. Je vais vous lire les 6 dernières lignes de cette fiction sur la politique. Cette fiction où il dit la vérité de ce qu'il pense de la politique. Et je dis ça en sachant que votre maire est présent à cette rencontre. Quant à moi, donc Alexandre Lacroix va en parler avant des prémices de la conclusion. Quant à moi, j'en ai tiré une conclusion amère. Si vous aimez sincèrement la politique, elle vous brûlera. Elle n'est pas le lieu où l'on change le monde, mais où on le subit et d'où on le fait subir aux autres. Je ne ferai pas l'éloge de l'abstention, elle n'est pas justifiable, en principe. Mais j'éprouve la plus grande peine à me rendre dans les bureaux de vote. Lors des soirées électorales, ma voix tombe dans une urne funéraire. Alors moi j'aime beaucoup Alexandre Lacroix, je trouve que beaucoup de ses réflexions sont justes, et d'ailleurs, il semble que beaucoup de gens pensent la même chose. Une majorité. Et comme j'estime Lacroix, je me dis comment quelqu'un de si intelligent en est arrivé à cette conclusion-là. Lui qui a vu beaucoup de choses, et dont le père d'ailleurs appartenait un peu au monde politique, un peu beaucoup même. La politique était très importante pour lui. Donc voilà, je vous pose la question tout simplement. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La première manière, sans doute, c'est que... donc c'est pas que ça m'est complètement indifférent l'univers de la politique ou étranger. J'ai fait ces études à Sciences Po et je me suis aperçu... Vous avez même été enseignant là-bas. Je suis toujours. Vous êtes toujours enseignant. Ouais. Et j'enseigne les humanités politiques, donc là c'est de la philosophie politique et l'écriture créative. Alors, dans ma génération, déjà, on voyait bien qu'il y avait un problème de recrutement des partis politiques. C'est-à-dire que dans ma génération, les jeunes qui avaient envie, pour les uns d'appartenir aux jeunesses socialistes, pour les autres
aux jeunesses des Républicains, etc. C'était vraiment pas les meilleurs, c'était pas vraiment les esprits les plus déliés, et qu'ils entraient dans un système que moi j'ai pu voir d'assez près du coup, qui était quand même un système pas d'humiliation, enfin c'est pas qu'ils allaient coller des affiches, mais on leur faisait écrire des rapports ou des discours un peu creux. En fait, ils rentraient dans une machine à lessiver, une machine à ne plus vraiment avoir d'idées, à ne plus vraiment avoir de propositions. Il rentrait dans quelque chose, moi je l'ai vu, c'est assez pernicieux. En quelques années, j'ai vu pas mal de ces gens s'éteindre et devenir des membres de la nomenclatura, des apparatchiks, quoi, des hommes d'appareil. Alors qu'ils étaient rentrés souvent en politique avec de bonnes raisons, des idéaux, l'envie d'en découdre et de changer le jeu, mais le jeu. L'énergie. Et de l'énergie. Mais la machine était plus forte qu'eux. C'est ça que vous dites, elle vous brûlera, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les partis politiques tels qu'ils étaient conçus, tels qu'ils fonctionnaient, ou tels qu'ils fonctionnent encore aujourd'hui, sont des espèces de machines où on ne progresse pas tellement par le fait d'avoir des idées fortes ou des idées neuves à proposer, à faire avancer. Au contraire, on va se méfier des personnalités, des individualités trop brillantes, des forts tempéraments, de ceux qui ne font pas de concessions. Non, on y progresse un petit peu comme la couleuvre sous les buissons, c'est-à-dire un peu en louvoyant, en ne se faisant pas entendre, justement en faisant de la politique politicienne. Alors ça, c'est une première manière de répondre qui est un peu sociologique sur la désaffection de la politique. Mais là, il me semble qu'il y a vraiment un problème dans la manière dont fonctionnent les partis, dont fonctionne la promotion au sein des partis, et qui explique d'ailleurs quand même la médiocrité du personnel politique actuel dans son ensemble. Enfin, c'est-à-dire que même quand on les entend parler, les discours sont souvent inaudibles ou rodés par des communicants, on sent le média training derrière, on sent les petites phrases toutes faites. En fait, on n'entend plus leur voix. Et c'est quand même assez problématique, me semble-t-il, quand on veut diriger un pays, que de ne pas avoir de voix. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur le café. Comment celui qui n'est pas l'auteur de ses pensées ou l'auteur de ses actes pourrait-il diriger les autres? Ça me paraît presque impossible. Et donc, il y a vraiment un problème de ce côté-là. Ensuite, je pense aussi que j'appartiens à une génération, et ce serait l'aspect peut-être plus positif, où la politique fait autrement. Se fait autrement, voilà, n'appartient peut-être pas à l'univers des partis élections et des élections, mais qu'il y a des manières d'avoir une action ou une prise politique. Peut-être que, je ne sais pas, on peut travailler un journal qui diffuse de la philosophie, qui transmet des idées philosophiques, comme Philosophie Magazine, c'est peut-être une manière de faire de la politique. S'engager dans une association, ce serait une autre manière d'en faire. Il y a peut-être des voies de la politique, c'est-à-dire de la configuration de la vie collective à inventer hors des partis. Mais il me semble que la machinerie des partis s'est sclérosée. Est-ce que ça mérite d'être aussi dur avec elle? Parce que même historiquement, il y a quand même des moments où des responsables politiques ont décidé du destin, ont changé le destin de leur pays. C'est quand même une chose claire et nette, ça. Donc il y a quand même, dans l'affirmation que vous faites aussi vigoureuse, il y a des contre-exemples. À supposer que ce soit vrai aujourd'hui, ça n'a pas toujours été vrai, premièrement. Et deuxièmement, exclure la possibilité que la politique se réveille et qu'elle puisse changer la vie des gens, c'est quand même un pari assez négatif sur des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont les deux réserves que je poserai devant vous. Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être tort. C'est-à-dire que moi, là, sur ce terrain de la politique, je parle aussi à partir d'expériences, d'observations. Et c'est vrai que la fin du texte que vous avez lu sur l'urne funéraire, c'est pas du tout un hasard et on retourne à l'expérience. J'ai bien compris. Votre père. À mon père. Oui, et ce que j'ai vu et observé à travers lui, je vais vous raconter l'histoire, mais c'est une histoire profondément éducative, me semble-t-il, sur ce qu'est la politique. En fait, il se trouve que ma famille paternelle vient d'un milieu très simple, dans le Poitou. Ils étaient dans un petit village de la Vienne. Ce sont des gens de la campagne. Et mon père avait une forme de brio particulier qu'il a montré dès l'école, classe unique, petit village du Poitou, qui l'a amené à faire des études tout à fait inhabituelles, puisqu'il a fait Sciences Po puis l'ENA, alors qu'à l'époque, quand il était à Sciences Po et à l'ENA, il n'y avait pas de... à l'ENA, il n'y avait aucun provincial. Il n'y avait que des Parisiens. Et pour vous dire, à cette époque-là, les étudiants de l'ENA avaient tous leur secrétaire particulier, qui prenait les notes, remettait en ordre les cours. Enfin, on est dans un autre monde sociologiquement. Mais... Oui. Et lui, en fait, il est rentré au Parti socialiste dans l'idée qu'il venait de classe populaire,
de classe agricole, d'un milieu paysan, et qu'il voulait que la voix de ces générations et ces générations opprimées, corvéables à merci, soit peut-être pas vengée, mais soit entendue. C'était ça son moteur. Et il y a eu Parler pour ceux qui n'ont pas de voix, comme on dit maintenant. Comment ? Parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix, qui portent. Au nom de son propre milieu social et des siens voilà, aussi, c'est-à-dire de ce qu'il connaissait, de la campagne, et de faire entendre cette voix. Or, il se trouve que il a obtenu auprès des militants de terrain le fait d'être le candidat pour la députation de la Vienne, et que Mitterrand, qui le connaissait, son premier geste a été d'annuler le vote des militants de terrain et de placer Édith Cresson, qui était sans doute à cette époque-là sa maîtresse, voilà, d'en haut. C'est rien, mais il y a eu toute une série d'humiliations que je pourrais énumérer, mais je trouve que c'est juste, ça montre très bien comment quelqu'un qui arrive là avec des idéaux, des yeux qui brillent, va finir par avoir des yeux éteints. Et moi, je me suis dit, oulala, cet univers-là est délétère, il est empoisonné, il ne faut pas y aller. Voilà. Donc, et je reconnais la limite de ce que je raconte, c'est-à-dire que prenez l'abstention en principe, c'est pas une chose à faire. Prenez l'apolitisme, c'est délicat et dangereux. Mais enfin, je peux pas dire les choses autrement tel que vous les ressentez. Mais oui, voilà, c'est-à-dire que je vois plus de danger dans cet univers que même les philosophes ont le droit de changer d'avis. Non, je crois que je me présenterai pas du tout en politique, si c'est ça. Alors, on va passer à autre chose. On parle du livre, le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle « Comment ne pas être esclave du système ». C'est l'avantage aussi des livres et de la méthode d'Alexandre Lacroix, c'est que quand on regarde le titre de ces livres, on se dit toujours, mais c'est mon problème d'aujourd'hui. C'est toujours une question qui intéresse tout le monde en même temps. Donc, comment ne pas être esclave du système, évidemment, si c'était possible facilement. Et donc, un philosophe comme lui s'empare de la question, on a vraiment envie de regarder et de savoir. Et au lieu donc de s'adresser en commençant esclave du système, voilà, c'est ça, etc., et les moyens d'en sortir, non. Vous posez une situation qui est un philosophe traditionnel, expliquant à une assemblée comment on fait pour changer de système. Et puis quelqu'un au fond de la salle dit écoutez, voilà mon cas, expliquez-moi dans ce cas précis comment je dois faire pour changer de système. Voilà. C'est votre apport dans l'approche de cette question. Oui, c'est-à-dire que souvent quand on entend des philosophes critiques, souvent de gauche, mais pas toujours de gauche, mais les philosophes critiques ou les sociologues critiques vont avoir un diagnostic absolument parfait de ce qui cloche dans les sociétés actuelles. C'est vrai qu'on sent très bien comment un intellectuel peut aujourd'hui faire un exposé brillant pour montrer que le consumérisme et le productivisme actuel font qu'on va droit dans le mur, qu'on va à la déplétion des écosystèmes terrestres, au réchauffement climatique, et que donc on court dans une impasse. En plus, le système actuel génère des inégalités, des injustices et de la misère. Alors, on peut tout à fait avoir un diagnostic parfait. Le seul problème, c'est quand on arrive à la question des solutions ou des remèdes. C'est-à-dire que très souvent, ces intellectuels, ils ont encore un imaginaire, là aussi, assez platonicien. C'est-à-dire ils s'imaginent, en fait, leur programme n'aurait d'effectivité que s'ils étaient entendus par le président d'une sorte de gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'il faudrait que leurs idées, pour que ça marche, soient appliquées à très très haut niveau, peut-être au niveau supranational, parce que en fait, ils ont des vues de réforme totale des économies et des sociétés. Et ça, c'est le philosophe qui se rêve conseiller du prince. Et c'est un aspect des philosophes qui ne me plaît pas trop, cette idée qu'ils doivent être toujours bien placés du bon côté du manche et avoir l'oreille des princes. C'est quelque chose dont je me méfie. Alors, comme ça, une fois, récemment, j'ai fait un entretien avec un philosophe qui me fait un diagnostic, mais brillantissime, sur l'aliénation aux écrans, l'addiction aux écrans. Mais très très bien, il a bien travaillé son sujet, il enseigne souvent aux États-Unis, bien documenté, etc. Et puis à un moment, il me dit, mais j'ai la solution. Je fais, ah oui, alors il faut la donner. Il me dit, bah oui, il suffit de renverser le capitalisme. Et là, je me suis dit, mais il plaisante. Je dis, vous voyez ça dans une semaine, 2 semaines, ou plutôt 3 ans,
Peut-être qu'il faut encore attendre une vingtaine d'années. Mais en fait, il ne plaisantait pas. Il suffit de renverser le capitalisme. Alors, ça, je trouve que c'est se moquer du monde. C'est vraiment se moquer du monde. Et ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéressait dans Comment ne pas être esclave du système, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va raconter aux jeunes? Qu'est-ce qu'on raconte à ses enfants? Qu'est-ce qu'on raconte autour de soi? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ses collègues? Qu'est-ce qu'on propose aussi à tous ceux qui, comme moi d'ailleurs, doivent se lever le lundi matin pour aller bosser et donc ne peuvent pas attendre que le capitalisme tombe. On va pas se mettre au RSA en attendant que le capitalisme tombe. Même si on est nombreux à le faire, peut-être que ça pourrait faire advenir sa chute. Mais enfin, vous voyez, ça peut pas fonctionner cette histoire. Donc voilà, moi je suis parti en quête d'un principe assez simple qui pourrait permettre à chacun de donner une forme de consistance éthique à son existence, voire même une forme de consistance politique, si on entend par politique quelque chose de plus large que la politique des partis. Il ne s'agit pas de s'engager pour telle et telle chapelle, tel ou tel parti, ça je crois que vous l'avez compris. Et donc je suis parti en quête d'une sorte de levier, d'une clé assez simple. Qui serait? Alors, c'est ce que j'appelle... Alors, le dire sans préambule, je vais essayer d'être le plus bref possible. Le monde actuel, le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel domine une éthique qui est en fait assez particulière historiquement, qui est une bizarrerie, mais qui domine partout dans tous les pays du monde, c'est l'utilitarisme. La doctrine utilitariste n'est pas très connue en France parce qu'elle n'est pas enseignée, elle vient d'Angleterre, mais c'est vraiment ce qui façonne la globalisation. L'idée centrale de l'utilitarisme a été formulée à la fin du XVIIIe siècle par Jeremy Bentham, donc un philosophe anglais, et c'est la maxime d'utilité. Ce que dit Jeremy Bentham au tout début de son grand livre, qui est l'introduction au principe du droit et de la législation, en fait, ce n'est pas du tout une introduction, c'est un traité systématique assez ample et ambitieux. Il propose au tout début de son traité l'idée suivante, c'est que chacun doit suivre la maxime d'utilité, c'est-à-dire essayer de maximiser son utilité. C'est ça le but de la vie, la finalité de l'existence, maximiser son utilité. Quand je dis ça, vous notez ou vous comprenez immédiatement que le mot d'utilité n'est pas très très clair. Et dans la tradition utilitariste, le sens de ce mot est débattu. Par utilité, on peut entendre tout à la fois le plaisir, c'est-à-dire maximiser son plaisir, et là c'est assez matérialiste, assez sensuel. C'est sans doute comme ça que l'entendait Bentham. On peut aussi entendre bonheur, c'est comme ça que l'entendait plutôt son principal disciple, John Stuart Mill. On peut aussi entendre profit. Et le monde économique qui s'est largement nourri de cette idée, vous savez, en économie, on dit qu'on maximise son profit. L'homo economicus, c'est celui qui maximise son profit. Eh bien, les modèles économiques sont construits sur la fiction d'un être humain qui est un utilitariste, qui maximise bien son utilité, comprise comme profit. Alors ça a gagné. C'est-à-dire qu'à l'époque où écrit Jeremy Bentham, l'éthique adversaire de son éthique utilitariste, c'est plutôt l'éthique religieuse. Et c'est une machine à détruire les religions extrêmement puissante, puisqu'on peut dire que les gens sont utilitaristes avant d'être de telle ou de telle religion. Ils maximisent d'abord leur profit avant de croire. Enfin, ils croient le dimanche matin, mais le reste de la semaine, ils maximisent leur profit. Alors, vu qu'on vit dans ce monde-là, il va être très difficile de s'en détacher complètement. Il y a des gens qui auront un parcours sacrificiel, qui vont être des guérilleros, des saints, qui vont aller, je sais pas, faire l'estive dans les alpages, qui vont inventer un mode de vie complètement différent, qui vont se moquer complètement hors système. Moi, c'est pas cela qui m'intéresse. En un sens, ceux-là, ils sont déjà sauvés. Ils ont déjà trouvé une voie, mais c'est une voie pour quelques-uns, très singulière. Moi, je m'intéresse à tous ceux qui doivent travailler, qui sont dans le système, donc qui ont un pied dedans. Et la recommandation est très très simple. Ce que je propose, c'est de devenir post-utilitariste. Et la maxime est la suivante, c'est poser un idéal, se donner d'abord un idéal qui doit correspondre à un désir profond qu'on a en soi. Et cet idéal, c'est un or, c'est une boussole, c'est une visée. Et ensuite, maximiser son profit, certes, mais sous contrainte d'idéal. Alors là, j'en ai parlé en des termes abstraits, mais je vais donner un exemple pour rendre les choses concrètes. Imaginons un menuisier. Un menuisier qui est... Alors, il est drôle cet exemple parce qu'il est dans le livre. Et il y a quelqu'un qui est menuisier, qui m'a écrit il y a 2 semaines, en me disant « C'est exactement ma situation que vous avez décrite, je me reconnais dans ces lignes. » Bon, alors c'était amusant. Mais
Donc c'est un exemple théorique, mais qui est devenu un exemple pratique, concret. Maintenant, j'ai le menuisier, j'ai son nom. Alors, prenez un menuisier. S'il est utilitariste standard, il va essayer de maximiser son profit, donc vendre le plus de meubles possible avec la plus forte marge de bénéfice possible. S'il est post-utilitariste, il peut avoir plusieurs idéaux. Il peut avoir par exemple un idéal qui est lié à son art, à l'ébénisterie ou au design. Faire du bel ouvrage. Celui qui m'a écrit, il était dans ce cas. Il m'a dit, moi j'ai refusé de grandir, alors que j'avais mes carnets de commandes pleins. J'ai refusé de faire grandir parce que je voulais traiter moi-même chaque pièce. Je voulais être dans le bel ouvrage. Voilà. Donc ça existe, il y a des gens qui font ce choix. Et j'ai gagné moins. J'ai aujourd'hui une petite retraite, mais je suis heureux d'avoir fait ce choix. Il y a beaucoup de gens qui font ça, oui. Beaucoup plus qu'on croit. Oui. Oui. Alors un autre idéal, parce que là, on parle d'une profession qui a cette dimension où on façonne, on touche, c'est artisanal quand même. On décide de son propre, ce qui n'est pas le cas des salariés. Voilà, mais le même menuisier peut avoir quelque chose que, à mon avis, tout salarié peut reproduire, c'est-à-dire déplacer l'idéal du côté des relations humaines. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce qui pousse beaucoup de gens à aller travailler, en dehors du salaire, c'est la volonté d'échapper à la solitude. En fait, si vous ne travaillez pas, vous êtes dans un isolement terrible. Peut-être que quelqu'un peut vous aider, ou vous pouvez avoir de quoi manger ou subvenir à vos besoins minimaux, mais surtout, ce dont vous allez souffrir, c'est de ce grand isolement. On partage assez largement pour appartenir à la collectivité, on travaille assez largement pour appartenir à la collectivité humaine. Or, un menuisier pourrait avoir un idéal du genre la formation des jeunes, la transmission. Ça peut être un idéal syndical, ça peut être un idéal du type de relation qu'il souhaite établir avec les clients ou avec les collègues. Et là, à mon avis, il y a toute une gamme possible d'idéaux. L'inventivité est possible, oui. Oui, il y a toute une gamme possible d'idéaux qui rendent, en dehors du produit, c'est-à-dire la table, l'objet fini, qui rendent le travail intéressant parce que le type de relation humaine qu'on tisse autour du travail est intéressant. Puis il peut avoir un idéal, je sais pas, de type écologique s'il commence à s'interroger sur la provenance du bois, puisqu'il y a un gros problème autour des bois exotiques, par exemple, avec la déforestation. Il y a du bois pas cher qui vient du monde entier, mais dont la provenance est contestable du point de vue éthique. Enfin voilà, donc c'est cette idée que maximiser son profit sous contrainte d'idéal. C'est une idée très très simple et volontairement simple, parce que il me semble que quand on parle d'éthique ou de morale, on ne peut pas se doter d'une doctrine trop compliquée parce qu'elle serait inapplicable. En fait, les philosophies éthiques ou les philosophies morales qu'on peut vraiment utiliser dans son quotidien ou dont on peut se servir, elles tiennent en deux lignes souvent. Je veux dire, les deux maximes les plus célèbres à l'heure actuelle, c'est la maxime des stoïciens, très mauvaise à mon avis, mais très efficace, c'est « occupe-toi de ce qui dépend de toi et ne t'occupe pas de ce qui ne dépend pas de toi ». Ou encore la maxime des épicuriens qui est « ne satisfait parmi tes désirs que ceux qui sont à la fois naturels et nécessaires ». Mais vous voyez que ce sont des doctrines dont les maximes tiennent en une phrase, parce que si vous commencez à avoir une théorie en 9 points, comment vous allez modeler votre existence avec ça? Il me semble qu'on peut assez facilement soit se reconnaître post-utilitariste, se dire « tiens, mais oui, moi j'ai eu un idéal, il y a quelque chose qui m'a guidé, j'ai pas fait de concession là-dessus, j'en ai fait d'autres. Il ne s'agit pas d'être intégralement vertueux, pas du tout. Mais là-dessus, moi j'ai tenu bon. » On peut décliner un choix de ce genre, oui, par de multiples attitudes. Oui, et en littérature, il me semble, ou en philosophie, il me semble qu'on voit bien une ligne de partage entre des auteurs qui, disons, sont utilitaristes standards et qui veulent vendre le plus de livres possible, et qui vont fabriquer les livres de manière à plaire au plus grand public possible, un peu comme des produits, des marchandises. Parce que de bonne vente, c'est de la notoriété et de l'argent. Et puis ceux qui vont d'abord se dire non, par rapport au moment où j'en suis dans mon existence, à ma connaissance de la littérature et de la philosophie, je vais essayer vraiment de faire les meilleurs livres possibles. Mais après, je ne suis pas désintéressé, c'est-à-dire je maximise mon profit, c'est-à-dire je vais essayer de trouver un éditeur, d'aller dans des rencontres meilleur en librairie, possible, etc. Oui, de vendre. Mais ça ne va jamais altérer la finalité que je poursuis, qui est d'un ordre différent. Alors, il y a une des idées que vous développez, c'est que raisonner aujourd'hui, il ne faut pas raisonner comme hier. Ce serait une grave erreur de raisonner aujourd'hui comme on raisonnait hier sur les mêmes sujets. Et vous dites tout a changé dans le monde en 1989, à cause du web. Le web nous oblige, vous les philosophes et tout le monde, à repenser le monde dans lequel on vit. C'est bizarre parce qu'en 89, il y a eu la fin de l'Union soviétique.
Et vous citez 89 comme l'année charnière pour l'humanité, mais à cause de l'entrée ou de l'arrivée du web. Oui, ça n'est pas une évidence. Il y a encore beaucoup de gens, de mes collègues en philosophie, qui pensent que la technologie ne change pas fondamentalement notre rapport au monde. Moi, je pense qu'elle change fondamentalement notre rapport au monde, et je vais vous donner un seul exemple. Le GPS, ou plutôt les logiciels du type Maps ou Google Maps que vous avez sur vos smartphones. En fait, ces logiciels ont commencé à être posés dans votre smartphone, dans les smartphones, pour le grand public, à partir de 2007. Et de la sortie du premier iPhone. Et puis ensuite, ils ont été reproduits, on les trouve sous Android, etc. Donc, en fait, mais vous n'avez pas acheté cette fonction, ce logiciel. Vous avez acheté un téléphone portable. Un jour, vous vous êtes aperçu que vous aviez un navigateur dessus. Vous n'aviez pas désiré cette fonctionnalité, vous ne l'avez pas voulu, vous n'y avez même pas réfléchi avant, mais vous l'aviez. Tout d'un coup, vous l'aviez dans votre poche. Qu'est-ce que ça change ? Tout d'un coup, quand on a cet appareil-là, on ne peut plus se perdre. Alors, du point de vue anthropologique, l'angoisse de ne pas pouvoir revenir chez soi, de ne pas pouvoir revenir au bivouac le soir, on est quand même une espèce qui a 300 000 ans et c'est une espèce de chasseur-cueilleur pour la majeure partie de son histoire. Donc la question de l'orientation dans l'espace, c'est une question capitale, difficile, importante. Qui a gouverné les angoisses, de milliers de générations. De milliers de générations. Et vous, mais même sans l'avoir voulu, sans y avoir réfléchi, vous avez tout d'un coup une technologie dans votre poche qui modifie fondamentalement le rapport à l'espace, aux forêts, à la nature et aux chemins, puisque vos chemins, désormais, vos itinéraires seront optimisés par une intelligence artificielle. Et ça aussi, c'est nouveau. Alors, cet exemple, c'est un exemple précis. Je pourrais les multiplier. Je pourrais vous en donner des dizaines de choses qui ont changé de la même manière. En fait, ce que j'explique dans le livre, dans toute la première partie du livre qui fait un portrait de notre modernité, c'est que on peut voir la modernité comme cassée en deux par la troisième révolution du signe, l'invention du web, c'est-à-dire l'année 1989. Avant, il y a une première modernité qui naît au milieu du XVIIe siècle. Si on veut une date, parce que ces dates, c'est des principes mémotechniques, si on veut une date, c'est peut-être l'apparition du discours de la méthode de René Descartes en 1637. Ça pourrait être la naissance de la première modernité. Et le mot d'ordre de cette première modernité est assez simple. Je dirais que c'est diviser pour régner. Ça veut dire qu'en fait, ce qui avait été opéré philosophiquement, mentalement, scientifiquement par Descartes et ses contemporains, c'est toute une série d'oppositions structurantes qui permettent l'action. D'abord, l'opposition entre moi et les autres. C'est peut-être la première et la principale. Je pense donc je suis, c'est après avoir fait table rase, c'est une sorte de cri d'orgueil. Je mets tout ce qu'on m'a enseigné de côté, j'arrête les conversations, je pense par moi-même et je refonde la vérité. C'est ça que veut faire Descartes. Mais pas seulement l'opposition entre moi et les autres, entre nature et culture, entre sphère publique et sphère privée, entre temps de travail et temps de loisir, la division du travail. C'est un régime en fait qui a été mis en place de séparation, de division pour régner, pour accroître la maîtrise technique. La séparation entre nature et culture, par exemple, conceptuellement, ça permet de se mettre à maîtriser et à dominer la nature. Alors, ce grand projet de la première modernité est entré dans une crise parce que toutes ces oppositions dont je viens vous parler, je la fais brève, hein, mais toutes ces oppositions dont je viens vous parler aujourd'hui sont caduques ou très profondément en crise. Temps de travail, temps de loisir, ça ne vaut plus vraiment. Les gens emportent leurs outils de production avec eux, c'est-à-dire leur téléphone, leur ordinateur portable, on travaille chez soi le week-end et puis on voit bien qu'avec la pandémie, la question a complètement sauté. Sphère publique, sphère privée, là aussi, ça a sauté puisqu'on publie des éléments sur sa vie privée en permanence sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'opposition entre moi et les autres, ça c'est fini. Vous êtes en forêt, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous vous promenez seul en forêt. Mais si vous avez un appareil connecté sur vous, vous avez votre flux de conscience et vos pensées, mais se mêlent à vos pensées et à votre flux de conscience les messages que vos proches, vos amis, vos collègues vous envoient. Et donc, en fait, moi j'appelle ça la télépathie assistée par les machines. C'est-à-dire que votre flux de conscience est tressé des pensées des autres, émises par les autres en permanence. Et même, vous commencez à penser en fonction de vos réponses. C'est-à-dire qu'une bonne partie de vos pensées et de votre activité éveillée... Ce sont des réponses. Ce sont des réponses, en fait. Et donc, nature-culture, c'est largement fini. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle ère dans laquelle on affronte des dérèglements écosystémiques ou des dérèglements, des catastrophes naturelles, comme des phases de canicule, mais qui ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont le résultat, ces canicules ou ces phases de grande chaleur, comme il y a actuellement au Canada, sont les résultats naturalisés de l'action des hommes.
Et donc, si vous voulez appréhender ça par rapport à l'opposition nature et culture, vous n'y arrivez pas. Donc, en gros, toute personne qui est née avant 1989 et sans faire de pronostics sauvages, j'ai l'impression que quelques-uns dans la salle sont concernés. En tout cas, moi, je suis né avant 89. Quand on est né avant 89, on a besoin de faire une sorte de mise à jour des catégories. C'est-à-dire qu'on a été élevé avec des repères, une manière de penser, très très liée à toutes ces oppositions, à ces grands repères qui étaient très importants pour la première modernité, ce que j'appelle la modernité séparative, celle qui faisait des séparations. Et on a du mal avec un monde où ce qui était séparé est relié. Moi et les autres, la sphère publique, la sphère privée, le temps de travail, le temps de loisir, la nature, la culture. On a l'impression que tout est confondu et que du coup on ne peut plus vraiment agir dans ce monde-là. Et donc voilà, ce sont quelques réflexions que je propose dans cet essai. C'est peut-être trop bref, j'espère avoir été clair malgré tout. Un mot sur ce que vous pensez des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un facteur de désordre considérable pour les temps qui viennent, ou est-ce que c'est un passage en ce moment, mais que éventuellement ce sont des réseaux, par les connaissances qu'elles fournissent, par les opinions qu'elles émettent, qui font peut-être qu'un jour, après une période de désordre, on retrouve un autre ordre? Alors, il me semble que ce qui est difficile à penser, avec le web en général et les réseaux sociaux en particulier, c'est la destruction des grandes oppositions classiques, c'est ce que je viens de vous dire. Mais en particulier, ce qui est difficile à penser pour nous, c'est que l'instrument de liberté d'expression et de partage de connaissances le plus efficace et le plus gigantesque jamais mis au point, c'est-à-dire le web en général et les réseaux sociaux en particulier, soit en même temps l'instrument de surveillance et de traçage le plus redoutable jamais mis au point. C'est les deux en même temps. Ça, c'est difficile à penser. Quand on était dans la première modernité, l'espace public, le lieu où on va prendre la parole, ce lieu-là, en fait, où le capitaine d'industrie, le citoyen, le politicien vont prendre la parole, l'espace public, c'est le lieu où on peut s'opposer au pouvoir, c'est le lieu où, si la liberté d'expression est garantie, peuvent naître les idées nouvelles et les critiques fortes. Et donc l'espace public est fondamental pour les démocraties. Eh bien, notre espace public, par certains côtés, est totalitaire. Parce que notre espace public, c'est-à-dire le lieu sur lequel nous émettons les messages, et nous pouvons tout dire sur les réseaux sociaux, et nous le faisons, c'est aussi un lieu qui sert à tracer et à repérer les individualités, certes pour vendre leur profil marketing, mais avec bien des ambiguïtés. Par exemple, au moment des printemps arabes, alors qu'il y avait Moubarak en Égypte, le département d'État américain a hésité. Le mouvement contre Moubarak se structurait assez largement sur les réseaux sociaux, pas uniquement parce qu'ils ont compris qu'il y avait un risque, ils ont utilisé après des machines à renéotyper qui étaient dans les clubs de foot. Mais avant qu'ils comprennent le danger, une partie du mouvement de la place Tahrir s'était structurée ou allumée par les réseaux sociaux. Et le département d'État américain, qui, comme on l'a su plus tard, mais de manière très évidente avec les révélations de Snowden, mais stocke l'ensemble des messages émis, a hésité à collaborer avec le régime de Moubarak. Ils ne l'ont pas fait finalement. Ils ne l'ont pas fait. Mais il y avait là l'outil de répression, ou un outil pour décapiter les éléments subversifs d'une efficacité totale. Et en fait, c'est ça qui est difficile à penser. Vous avez été habitué à penser que soit on est du côté de la liberté, soit on est du côté de la surveillance. Quand on est sur le web, actif sur le web ou sur les réseaux sociaux, on est au cœur de la contradiction, au cœur de l'ambivalence. Alors, retour, avant qu'on finisse, retour sur une des micro-fictions là, dans votre livre qui s'appelle « Comment philosopher au fil des jours », que j'ai trouvé absolument formidable. Aussi formidable que celle que vous venez de dire là, sur l'ambiguïté de deux possibilités absolument contraires sur la même chose. Alors, le titre de cet article, on va dire, de cette fiction, c'est « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, bon, c'est pas votre style. Et ensuite, votre réflexion était la suivante. Quand chacun se regarde dans une glace, il considère que, et c'est valable pour 99,9% des gens, il considère que son visage ne correspond pas exactement à ce qu'il est. Il se trouve, je sais pas, un visage viril, il trouve que là, c'est dommage qu'il y ait une rondeur, là, ça devrait être plus, etc. Bref, aucune personne ne considère que son visage, lorsqu'il se regarde dans une glace, est exactement conforme à ce qu'il est. Ça n'existe pas. Par contre, en même temps,
Quand quelqu'un regarde quelqu'un d'autre, regarde une autre personne, il a le sentiment tout de suite, en regardant le visage de l'autre, d'avoir la vérité sur l'autre. S'il a un visage comme ça, s'il a des yeux comme ça, s'il a cette manière de parler, s'il marche comme ça, c'est évidemment qu'il est comme ça. Donc il n'y a aucune ambiguïté possible, lorsqu'on regarde un autre, d'en déduire quelle est sa personnalité. Alors que quand on se regarde dans une glace, on a l'impression que rien dans notre personnalité n'est reflété exactement par notre visage. C'est tellement vrai, et comment vous expliquez ça ? Cette incapacité à avoir un regard neutre sur son visage ou sur celui de l'autre. Ou un visage, d'avoir une vision objective, j'allais dire. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression qu'il y a une injustice qui a été commise. Il y a mal d'homme. Il y a mal d'homme, tiens, c'est un beau néologiste. Il y a mal donne plutôt. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas donné le nez que je devrais avoir, ou c'est pas les cheveux, ou c'est pas. Enfin, il y a un truc qui cloche, ce qui ne me reflète pas, c'est pas tout à fait moi. J'aurais envie de rectifier. Je ne m'imaginais pas comme ça. Et puis quand je vois l'autre, je me dis, tiens, s'il a vraiment la tête de sa personnalité, il n'y a aucun doute. Donc tous les gens ont une tête parfaitement ajustée à ce qu'ils sont, sauf moi. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on vit, ça, c'est subjectivement. Alors comment je l'explique ? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est une disjonction entre sujet et objet. C'est-à-dire qu'en fait, je me vis comme sujet, je me vis comme liberté, comme pensée, et que j'ai pas envie d'être réduit à une chose, même une chose un peu plate, parce que sur un miroir, j'ai que 2 dimensions, et en plus, je suis inversé droite-gauche. Mais j'ai pas envie d'être réduit à un objet, et ça me pose pas finalement tant de problèmes que ça de réduire les autres à des objets. Ça me pose problème d'être contenu dans un bout de matière qu'on me tend sous les yeux. Mais vous savez, ça renvoie à quelque chose. Moi, je me demande, j'en sais rien là-dessus, je fais de la paléoanthropologie sauvage. Mais je me demande si cette histoire de se regarder soi-même ou de connaître son visage dans la glace, si c'est pas d'une apparition récente dans l'histoire de l'humanité. Bon, certes, on pouvait se voir un peu dans les flaques, mais est-ce que les hommes y accordaient de l'importance ? Vous savez, le mythe de Narcisse, qui est un mythe qui date de l'Antiquité grecque. Oui. Grec, il tombe amoureux de son propre reflet, mais il pense que c'est quelqu'un d'autre. En fait, qu'est-ce que nous raconte ce mythe ? Peut-être qu'il ne nous raconte pas des choses essentielles sur le narcissisme et l'amour de soi, mais peut-être qu'il nous raconte simplement que c'était une expérience relativement neuve en fait, à l'époque, dans l'Antiquité, quand on a commencé à bien maîtriser le bronze, le métal, à pouvoir avoir des surfaces bien dépolies. On s'est vu en face. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que ce soit un grand progrès technologique. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un tout petit exercice oui. pratique ? Oui. Vous dites, lorsque je parle philosophie, je parle de quelque chose de l'image que j'ai de quelque chose que j'ai vu, auquel j'ai assisté. Et j'en sors un petit texte. Une idée me vient, pas plus exactement. Après, j'écris le texte, mais une idée me vient. Vous venez de faire une rencontre ici avec nous. C'est un moment. Si vous aviez à commencer le début d'une microfiction, d'une réflexion sur ce qui s'est passé depuis 1 heure. Alors, juste avant de venir, je suis passé dans une rue de Vichy où j'ai vu une devanture fermée à côté d'une église qui est une église Art Nouveau. Et la devanture, c'est, vous devez la connaître tous par cœur, c'est Charcuterie du Vieux Vichy. Et donc, c'est avec des belles lettres, une belle lettrine assez typique du design des années 50, et on voit que c'est vide. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est l'image du monde d'avant. C'est l'image du monde d'avant à plusieurs égards. D'abord par le style un peu rétro de l'enseigne, qui est en plus face à une église Art Nouveau. Ça rappelle une atmosphère qui régnait, je sais pas, au milieu du XXe siècle, mais qui a disparu. Mais c'est aussi simplement le fait de s'annoncer charcuterie. J'ai l'impression qu'on s'annonce plus charcuterie aujourd'hui. Si j'ouvre une charcuterie, j'appellerais ça épicerie fine. Enfin, charcuterie, il y a... Oui, il y a une ombre sur le mot. Il y a comme l'ombre du viandard qui plane là. Ça sent le sang déjà. Et je me suis dit, mais finalement, en plus, c'est en face d'une église. Alors, je pourrais pas vous aboutir complètement ma micro-réflexion, mais je suis sûr que là, il y a une amorce pour penser qu'il y a quelque chose d'excitant à penser. Et en plus,
juste au-dessus de la devanture, il y avait ce petit panneau, le rue de l'Église, donc qui quasiment rue de l'Église écrit sous le mot charcuterie. J'en tire pas de conclusion générale sur la politique du Vatican ou quoi que ce soit, mais je me dis que, enfin, il y a des choses à imaginer de ce côté-là. Voilà. de cette image-là. Bon, c'est courageux d'avoir pris le truc, parce que c'est pas si simple. Voilà. J'espère que pendant cette heure-là, vous avez pu remarquer l'originalité d'Alexandre Lacroix. C'est un philosophe, donc qui est prof à Sciences Po, etc., qui enseigne, qui a une vie active très... Et sa manière d'appréhender et de voir les choses est tellement particulière et tellement intéressante que j'avais vraiment envie que vous ayez un contact avec lui, que vous le connaissiez. Et j'espère que les conversations que vous allez avoir avec lui lorsqu'il va signer ses livres vont être intéressantes et répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un plaisir. Et merci Alexandre Lacroix. Merci Philippe.